Faire de l'argent et faire du bien, ou faire du bien et faire de l'argent. Je suis sûr que si je demande dans la salle qui n'est pas d'accord, vous ne lèverez pas le doigt ou vous n'oserez pas lever le doigt. Faire de l'argent et faire du bien, c'est pas vraiment le modèle dominant. Qu'est-ce qui domine? Il y a trois modèles qui dominent. Le premier, et c'est de loin le plus répandu, c'est faire de l'argent. Faire de l'argent, point final. Le second, et c'est ce qui se développe aux États-Unis, notamment avec les Bill Gates, Warren Buffett et tous les milliardaires, c'est faire de l'argent dans la première partie de sa vie, et ensuite, quand on a engrangé beaucoup d'argent, refaire des œuvres philanthropiques. Le troisième modèle qui existe depuis la nuit des temps, c'est faire du bien mais pas d'argent. Donc la question c'est pourquoi? Pourquoi on pense que faire de l'argent et faire du bien, c'est probablement quelque chose qui devrait fonctionner dans le futur, et que personne ne le fait, quasiment personne ne le fait? Je crois qu'il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est qu'un système dominant, par définition, domine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il crée ses propres règles, qu'il crée ses propres protections, de manière à ce qu'aucun autre système ne vienne le perturber. Ça tue la créativité, ça tue beaucoup d'innovation. La seconde raison, c'est la peur du changement. On a tous peur du changement, on aime vivre dans notre zone de confort, on aime nos habitudes, on est prévisible, elles sont rassurantes. Donc ces deux raisons-là sont les raisons fondamentales pour lesquelles on n'a pas ce troisième modèle. J'ai eu la chance, moi, dans ma vie, de sortir de ma zone de confort à plusieurs reprises. La première, c'était une passion d'enfance. Le petit gars en blanc avec les jolies chaussettes, c'est moi. J'ai 5 ans, je suis avec mon père sur la base aérienne d'Orange et je tombe amoureux de l'avion de chasse qui est derrière moi et je veux faire pilote de chasse. Et je suis déterminé, et avec mes parents, tout ça, je ne pense qu'à ça, jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, j'intègre une école, l'école supérieure des techniques aéronautiques. Je touche au but. C'est l'antichambre de la chasse française et je vais être pilote. 18 mois après, on découvre que j'ai une presbytie. Presbytie, c'est pas vraiment grave. Sauf que pour moi, c'est un désastre. Je ne serai pas pilote de chasse. Je peux être ingénieur, je peux être pilote d'avion commercial. Et non, je refuse, je me dis, non, si je ne suis pas pilote de chasse, hors de question, je veux faire autre chose. Et j'ai de la chance, je découvre le business. Je découvre une vraie passion d'adulte pour le business. Donc je fais une business school, je recommence tout à zéro, je fais une business school, et parce que je le vaux bien, j'intègre une entreprise, une de nos plus belles entreprises en France. Je travaille 24 heures sur 24, je travaille 7 jours sur 7, 365 sur 365, à tel point que un Noël, j'oublie que c'est Noël, je travaille, et je rentre chez moi et ma mère est en pleurs, et je me dis, oulala, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens de travailler pour travailler, ça fait pas de sens de travailler pour monter dans la hiérarchie. Et donc j'ai une fois de plus de la chance. Je tombe dans le Pays Basque et j'ai la chance de rencontrer des gens incroyables et avec qui on va développer une entreprise, le surf. C'est Catherine Deneuve qui m'a donné cette photo. Malheureusement, derrière elle, c'est pas moi qui lui apprend à surfer, c'est Joël de René. Ce que Joël vous a pas dit, c'est qu'il a été champion de France de surf au début des années 60, en 61 je crois. Donc je n'étais pas le seul à découvrir ce style de vie formidable, glamour et passionnant. Et puis pendant 15 ans, tout est magique. Tout est magique. Le surf, qui est un sport confidentiel, devient un phénomène mondial. Il n'y a pas un teenager dans le monde qui n'est pas passionné et qui n'a pas intégré le surf dans sa vie. Et l'entreprise se développe, et on gagne de l'argent, et on emploie de plus en plus de gens. Nos actionnaires s'enrichissent, tout le monde s'enrichit. Enfin, actionnaires, il y a quelques spéculateurs là-dedans aussi. Et puis, un jour, tout s'arrête. Tout s'arrête pour moi. Et là, encore une fois, j'ai eu de la chance. Sur le coup, c'est la catastrophe, le monde s'écroule. Je me dis, c'est pas juste, je laisse tomber tout le monde. On est dans cette entreprise depuis 15 ans. Catastrophe. Et très vite, je me rends compte en fait que j'ai la passion du business. Je me rends compte que j'ai envie de redémarrer. Et là, même chose,
je me dis, il faut redémarrer de manière différente, il faut redémarrer de manière plus solide, de manière plus généreuse. Il faut que je puisse apporter quelque chose de meilleur encore au futur. Donc j'ouvre grand les yeux et je regarde ce qui se passe dans le monde. Et je vous fais 3 constats. Le premier, c'est que notre monde est vraiment, vraiment fragile. 1% de décroissance économique dans le monde, c'est simplement ce qu'on a eu, 1%. Et c'est la plus grosse des catastrophes économiques et financières qu'on ait jamais connues dans le monde. 1 degré de plus de température sur la planète et on aura un désastre écologique duquel on ne se remettra peut-être pas. 1% de population en plus par an sur notre Terre, et c'est insoutenable au niveau des ressources naturelles et au niveau de l'énergie. Si jamais le monde entier consommait comme les Occidentaux, il ne nous faudrait pas une planète, il nous en faudrait 5 aujourd'hui. Plus terrible encore, quand on regarde, aujourd'hui, on a 1 milliard d'obèses d'un côté et on a 1 milliard de gens qui sont dans la famine. Ça, c'est le premier constat. Le second, c'est l'absurdité de l'évolution de notre modèle économique. J'ai entendu une phrase qui n'est pas de moi, mais qui résume vraiment cette absurdité. Les entreprises, les banques, les gouvernants, nos gouvernants, poussent les gens à acheter avec de l'argent qu'ils n'ont pas, des produits dont ils n'ont pas besoin, pour impressionner des gens dont ils n'ont que faire. Elle n'est pas de moi, donc je peux la renforcer, mais je trouve qu'elle est tellement, elle reflète tellement ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, et tellement le gâchis et le gaspillage qui nous entoure. Troisième constat, et celui-ci est positif, c'est qu'on a la chance de vivre une révolution industrielle, technologique énorme, et qu'avec les nouveaux moyens de communication, de nouvelles solutions arrivent et de nouvelles portes s'ouvrent. Donc ces constats-là, vous les connaissez tous, et je suis sûr qu'il n'y a pas un d'entre vous qui n'y pense pas. Mais je crois vraiment qu'on n'a pas le droit de ne pas réagir à ces constats-là. Il faut tous qu'on sorte de notre zone de confort. Et pas de la même manière que moi, c'est sûr, mais il faut tous sortir de notre zone de confort, il faut qu'on adresse ces problèmes-là. Donc j'ai regardé dans le monde, je me suis baladé, j'ai eu la chance de pouvoir me balader autour du monde pour voir ce qui se passait, pour voir comment les gens essayaient d'approcher ce type de problème, de trouver des solutions à ce type de problème. Et je vais vous donner 3 exemples de gens que j'ai rencontrés. Le premier, c'est Mohamed Youssouf, donc il est au milieu. Ce monsieur a décidé, alors qu'on sait tous, et je m'excuse pour les banquiers qui sont ici, on sait tous que les banquiers prêtent qu'aux riches. Ce monsieur a dit non, moi je vais faire l'inverse, je vais prêter qu'aux pauvres, qu'aux femmes pauvres. En 20 ans, il a sorti des millions de gens de la pauvreté, sans payer dans tous les cas. Et en plus, son entreprise Grameen gagne beaucoup d'argent. Le deuxième exemple qui est beaucoup plus proche de nous, c'est Paris. C'est Merci. C'est à Paris, c'est Merci. Les fondateurs de l'entreprise Bonpoint ont créé une boutique exceptionnelle qui est gérée comme une affaire classique, peut-être mieux même qu'une affaire classique, et qui, en fait, transfère tous ses profits à des œuvres caritatives. Le dernier, qui est très proche de moi, puisque c'est Blake, un de mes proches amis, il crée l'entreprise Toms. Son idée, c'est de dire, je me suis baladé dans le monde et je me suis rendu compte qu'il y a des tas d'enfants qui attrapent des maladies parce qu'ils marchent pieds nus dans des endroits insalubres. Donc s'ils avaient des chaussures, ils seraient sauvés. Et donc il a créé une entreprise qui vend des espadrilles, comme des espadrilles basques d'ailleurs, et qui, pour chaque chaussure espadrille vendue, il en donne une. Aujourd'hui, 4 ans après, il a donné plus d'1 million de paires de chaussures. Donc ça, c'est 3 exemples, j'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et c'est la bonne nouvelle. Et donc, à partir de ces exemples-là et d'autres, j'ai décidé de poser sur le papier les principes du système dans lequel je voulais évoluer. Et il y a trois grands principes. Le premier, c'est que quand on veut faire du bien, il faut l'intégrer. Et d'abord, il faut décider clairement ce que c'est. On ne peut pas faire du bien en général. Qu'est-ce qu'on veut faire comme bien? L'intégrer dans son business model et ensuite faire que ce soit très clair vis-à-vis de tout le monde. Le second principe, c'est ancrer ce concept au centre de la culture de l'entreprise. Pas simplement faire du bien, pas simplement faire de l'argent, faire les deux à la fois. Il faut le partager avec les actionnaires, il faut le partager avec les fournisseurs, il faut le partager avec les employés.
Dans les job descriptions des gens, aujourd'hui, on voit une liste de tâches, on voit des objectifs, mais jamais on voit le concept faire du bien. Le troisième principe, qui m'est vraiment très très cher, c'est aujourd'hui l'acte de consommation est un acte de destruction et qui génère un gaspillage hallucinant. Il faut transformer cet acte de consommation en acte d'investissement. Ça veut dire quoi? Quand on fait un produit ou un service, il faut que ce service et ce produit aient une valeur d'usage forte. Donc ces trois principes, ça paraît simple, mais ce n'est pas facile à intégrer. Et je suis tout à fait conscient que c'est beaucoup plus facile à faire dans une start-up que dans une large entreprise établie depuis des années. Je suis tout à fait conscient aussi que les détracteurs diront tout de suite « Oui, mais Bernard, ton système n'est pas viable, ton système n'est pas réaliste, tu vas augmenter les coûts, la rentabilité va baisser si les gens commencent à penser à autre chose qu'à travailler. » En fait, c'est leur système qui n'est pas viable, c'est leur système qui n'est pas réaliste sur du long terme. Au niveau des coûts, c'est très simple. C'est une réallocation des coûts sur un compte d'exploitation classique. Il faut simplement, dès le départ, décider « je vais faire ça, donc je ne peux pas faire ça ». Je vous prends un exemple. Le marketing. Aujourd'hui, le marketing, c'est « je vends des bonnes oranges pas chères », en gros. Si le bouche à oreille qui est créé entre un produit et faire du bien vis-à-vis des clients est beaucoup plus fort que n'importe quelle campagne marketing. Si vous dites à votre voisin « j'ai acheté ce produit, c'est incroyable, et en plus, ces gens sont bien, ils aident ces gens en Éthiopie », ce monsieur dira la même chose à ce monsieur, et très vite, ça sera planétaire. Aujourd'hui, les moyens de communication comme Facebook, Twitter et autres font que le bouche à oreille est instantané. Imaginez si Procter & Gamble, qui dépense 10 milliards de dollars en marketing, imaginez que ces gens-là décident de couper en deux leur budget marketing et de mettre 5 milliards pour faire du bien. 5 milliards, c'est plus gros que la Croix-Rouge, que le budget mondial de la Croix-Rouge. Instantanément, ils deviendraient les numéros 1 des organismes philanthropiques. Donc, imaginez aussi ce que les gens penseraient de leur marque, ce que les gens diraient de leurs produits. Ça serait beaucoup plus fort que n'importe quelle campagne de publicité. Sur le plan de la productivité, là encore, c'est l'inverse. Quand vous motivez les gens, quand les gens travaillent parce qu'ils savent qu'ils vont faire du bien, parce qu'ils savent qu'ils vont améliorer le monde, leur motivation est décuplée. Le moteur qui les anime est beaucoup plus fort. Ils sont transcendés par la cause pour laquelle ils travaillent. Donc, ce modèle économique, socialement et écologiquement, fonctionne bien mieux que les autres sur le long terme. Je suis tout à fait conscient que ce n'est pas vraiment facile, encore une fois, pour des grosses entreprises et que c'est beaucoup plus facile quand on démarre une activité. Mais je crois vraiment que si on ne se dépêche pas, si d'un système minoritaire, aujourd'hui, si on ne pousse pas très fort vers cet équilibre entre l'argent, entre faire du bien, si on ne le pousse pas fort, on va aller contre le mur et qu'il faut que de minoritaire, ce système devienne le système de référence. Merci.